Bienvenue chez nous pour le 30e épisode du podcast des nous. Il est temps de danser dans les rues en feu, puisque nous parlons du film Streets of Fire. Vous pouvez danser dès maintenant. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Streets of Fire, un film sorti en 1984 et réalisé et écrit par Walter Hill. Difficile d'exclamer une opinion sur ce film. Clairement un film culte. Échec commercial, mais le film a ses légions de fans. On y suit la quête d'un dur à cuire un peu rebelle, une femme dure à cuire qui lui sert de sidekick, et le type plus riche producteur de musique qui monte l'affaire va payer le héros. Les trois vont délivrer la chanteuse petite amie du riche qui la produit et ex-amie du héros. Elle avait été enlevée par le chef d'une bande de motards. Une histoire assez simple et pas très originale, mais qui se dénote de par son style un peu décalé, pas vraiment réaliste. Le film utilise une esthétique visuelle et sonore très rétro des années 50, notamment, mais en restant en même temps assez actuel pour les années 80. Le tout fait assez BD. Si ce n'était pas du côté années 80 et des couleurs, on dirait presque une répétition pour le film Sin City, sans la violence puisque Streets of Fire est étonnamment peu violent. Très avant l'heure puisque le comique n'existait même pas encore, cela donne une ambiance et un style assez unique et vraiment génial. Le problème est que l'histoire est plutôt nulle avec pas mal de longueur, des dialogues souvent pas terribles et des personnages qui donnent presque plus l'impression de faire partie du décor que de vivre. Michael Paré, qui joue le héros, acteur inconnu pour moi, était dans les débuts de sa carrière, a semble-t-il été laissé à lui-même avec un jeu assez peu émotif. Amy Madigan, qui joue le sidekick, ne fait guère mieux, malgré quelques répliques amusantes par moments. William Dafoe, qui fait le méchant relativement à ses débuts au cinéma, est excellent comme toujours, mais on le voit assez peu et il n'est pas aidé par les dialogues assez pourris. Rick Moranis, qui joue le riche petit ami, donne l'impression d'être une coquille vide. C'est peut-être son personnage, mais ça me déçoit, j'ai tellement l'habitude de le voir donner de bonnes performances dans les autres films où il apparaît, surtout le film musical Little Shop of Horror, dont il tient la vedette quelques années plus tard. La seule qui se démarque vraiment est Diane Lane qui joue la chanteuse. Au risque d'en décevoir certains, je vous dis que ce n'est pas elle qui chante pour vrai. Mais cela n'empêche pas sa performance sur scène d'être électrisante et en dehors de la scène, elle semble bien avoir un peu de personnalité, même si ça n'a rien de bien original ou renversant. Une histoire pas terrible, des personnages pas très intéressants, de nombreuses longueurs. Pourquoi voir ce film? C'est une expérience avec son style et son ambiance particulier. Un film qui joue avec la culture pop et produit une expérience assez particulière. Malgré les longueurs, il y a quelques très bons moments, tels que les numéros musicaux au début et à la fin du film, ou bien la période un peu avant le milieu du film où on découvre la planque des criminels. Un club assez cool avec tout ce qui se passe. Il est assez difficile d'évaluer ce film. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que M. Trump. Je lui donnerais bien 14 sur 5 pour l'ouverture, mais je donnerais plutôt un 2 sur 5 pour le film. Le style et l'ambiance sont intéressants, mais le film ne marche pas vraiment, ce qui le rend donc assez moyen. Mais je recommande tout de même de le voir pour l'expérience. Je dois avouer que j'apprécie plus diverses œuvres qui s'en sont inspirées comme Megazone 2-3 ou Bubblegum Crisis. Au revoir et à bientôt.